Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Majuscule Propos. Toujours un plaisir d'être avec vous. Nous allons revenir sur ce périple du chef de l'État Paul Kagame en Afrique de l'Ouest. Il est passé par le Bénin, la Guinée-Bissau, ensuite par la Guinée-Conakry, où tour à tour, il a eu à s'entretenir avec ses homologues dans ces trois pays, où il est resté pendant presque une semaine. Vous allez comprendre que c'était un agenda très surchargé de sa part. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qui était dans sa gibecière? Qu'est-ce qui y était derrière ce périple-là? Parce que aujourd'hui, dans la coopération sud-sud, le chef de l'État, partout où il est passé, il a évoqué les challenges ou les défis qui guettent chacun des pays africains, mais ces challenges ne doivent pas obstruer la volonté de pouvoir travailler, surtout coopérer pour trouver des solutions ensemble. Là, ça nous ramène à la vision de l'Afrique dont on veut, ou The Africa We Want. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que les choses se sont passées? Comment est-ce que cette visite ou ces visites ont été perçues par les professionnels des médias, mais également par les citoyens lambda? Mais tout à l'heure, nous allons passer par ces pays-là où on va voir toutes ces personnes, toutes ces catégories de gens qui vont nous dire, ou en tout cas s'exprimer, nous dire ce qu'ils pensent de cette visite. Mais ici, dans nos studios, nous sommes avec Damien Mozoun. Ce n'est pas un visage étranger dans cette émission Majuscule Propos. Damien Mozoun, il est donc entrepreneur social, il est rwando-béninois, il est également fondateur de Aina Think Tank. C'est un monsieur qui est établi au Rwanda depuis plusieurs années, mais il connaît également et surtout c'est un grand connaisseur de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin, son pays d'origine, mais également des autres pays parce qu'il a eu à vivre dans ces pays. Il va nous aider à comprendre certains points très importants de notre émission. Bienvenue Damien. Merci Eti. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Voilà. Alors Damien, tout d'abord, avant d'avoir les autres, si la technique va bien nous permettre, d'abord, c'est une visite qui s'est étendue sur plusieurs jours. Vous, quelle est déjà la lecture vous avez faite avant même le départ du chef de l'État, déjà à l'annonce de cette visite ou de ces nombreuses visites? Non, d'abord, à voir le contexte actuel où le monde est tellement polarisé, et les Chinois veulent leur parti, les Russes veulent leur parti, les Américains et ceux qui se réclament, nos parrains, surtout les Occidentaux qui nous avaient colonisés par le passé aussi, veulent leur part. Et cette visite, déjà, quand vous voyez la perception globale de cela, c'est comme une reconquête intra-africaine par des dirigeants qui déjà avaient cette posture de visibilité au niveau du continent, comme des gens qui arrivent quand même à prendre des décisions et à tenir le coup malgré les difficultés. Moi, je crois d'abord que si on voit ça du côté des communautés et des peuples, c'était comme une visite beaucoup plus attendue dans ce pays-là, inédite, et ça ne m'étonnerait pas que les choses se sont passées comme ce qu'on a suivi sur les médias par rapport aux reportages qui ont été faits dans ces trois pays. C'était vraiment plus que chaleureux. Et on voit même des présidents des superpuissances voyager dans ces pays et cette chaleur, cette convivialité africaine qu'on a vue et vécue avec même des musiques, des chansons, tous ces accueils qui ont été réservés au président donnent quand même l'espoir que c'est possible que les Africains puissent quand même essayer de travailler ensemble, même si on voit au-delà, parce que quand le pays comme la Guinée-Conakry avait été annoncé, c'était quand même pour nous autres observateurs de la scène politique africaine, on se rend compte que la plupart des chefs d'État aujourd'hui ne peuvent pas prendre le risque de visiter un pays qui est sous embargo de la communauté
des États de l'Afrique de l'Ouest, et en même temps qui est sous des sanctions pour des raisons de cette transition, parce que c'est une junte qui est au pouvoir, c'est un coup d'État militaire, et donc ça fait que nos dirigeants, parfois, quand vous regardez la chose dans ce sens, arrivent à prendre des risques dans l'intérêt peut-être supérieur du continent, et qui parfois essaie de consolider des choses, parce que normalement, c'est quand quelqu'un a des problèmes qu'il faut se rapprocher de la personne pour voir comment l'aider à régler le problème. Mais malheureusement, les institutions que nous avons, quand les gens ont des problèmes, c'est en ce moment malheureusement qu'on les abandonne, que nous décidons parfois de leur mettre des sanctions. Et ce n'est pas seulement la Guinée qui est sous cette sanction aujourd'hui. On a le Mali, on a le Burkina Faso, même si la situation est aussi complexe que cela ne se dessine sur le terrain. Donc moi, je pense que c'est une grande... c'est une offensive diplomatique, si on peut le dire, dans ce sens, et nous espérons que les fleurs porteront l'espoir des fruits pour qu'on puisse quand même avoir cette initiative se consolider par des actions concrètes qui vont amener quand même ces pays à bénéficier les uns des autres avant de tendre la main aux Occidentaux. J'aimerais tout d'abord, parce que le chef de l'État a débuté sa visite par le Bénin, j'aimerais bien qu'on aille par cet ordre-là. J'aimerais qu'on puisse nous proposer l'intervention du président Kagame au cours d'une conférence de presse qu'il a animée avec son homologue Patrice Talon. J'aimerais bien, déjà, le président Kagame fait un tableau de la situation de manière globale, de manière générale, et surtout de l'intérêt de pouvoir prendre le devant dans ce moment précis. On va suivre le président Kagame. Avoir même façon donc c'est l'interview du président Kagame, son Excellence Paul Kagame qui s'exprimait. On va le suivre tout à l'heure. Pas juste quelque chose dont parle le Bénin, le président Patrice Talon. Tout le monde en parle dans la sous-région, dans cette partie du monde, notamment l'Afrique de l'Ouest. Tel que ça l'est en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique australe, il y a des défis sécuritaires de cette nature-là. Et nous avons donc décidé que nous pouvons coopérer, travailler main dans la main. Où se situe le Rwanda en Afrique de l'Est, nous sommes aussi bien à cheval sur l'Afrique de l'Est que l'Afrique centrale. Et nous avons toujours maintenu le contact par rapport à tout ce qui peut se produire autour des frontières dans la zone, y compris dans la situation sécuritaire prévalente dans la région. Nous sommes très heureux, bien sûr, de partager notre expertise et capacités que nous pourrons avoir. Et de la même façon, nous, bien sûr, serons prêts à apprendre du Bénin afin que la coopération soit bénéfique dans les deux sens, de façon mutuelle. La coopération bénéfique. Nous rentrons dans la matière dont je parlais de la coopération Sud-Sud. Damien, de tels propos, parfois ça suscite des vives réactions, pas forcément dans le sens de soutenir ces efforts ou ces initiatives. Est-ce que lorsque le président Kagame dit ça, vous le sentez dans ses propos très concerné, très impliqué? Ce n'est pas forcément une image dont on a l'habitude de consommer, surtout avec les médias internationaux. Oui, justement, il faut d'abord partir du fait qu'il n'y a pas assez longtemps avant cette visite officielle, Jeune Afrique s'est déplacé ici pour faire une interview avec le président. Et vous suivez bien, si vous lisez l'interview dans Jeune Afrique, quand la question lui avait été posée, que le Bénin est confronté à un problème d'insécurité et que est-ce que c'est possible que le président puisse envisager
un déploiement de ces forces militaires, parce que c'est des sacrifices de déplacer des militaires qui peuvent aussi avoir à affronter des forces qu'ils ne connaissent pas, et parfois il y a aussi des pertes. Alors, est-ce que lui serait prêt à faire quelque chose de cette nature? Et si vous voyez la réponse qu'il avait même donnée en ce moment, avant même d'effectuer cette visite, le président disait que les relations bilatérales entre le Bénin et le Rwanda sont à un niveau multiforme et multidimensionnel, au point où il n'y a rien pratiquement que les deux pays ne puissent envisager ensemble. Et quand il le dit maintenant, en étant déjà sur le terrain là-bas au Bénin, je crois que, vu l'expérience par le passé, ce qui s'est passé en Centrafrique par rapport à son intervention, son implication directe pour que ce pays-là, qui était en conflit avec les terroristes, puisse quand même revenir relativement en paix, et la Mozambique, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, je pense que ce n'est qu'un début. Le Bénin pourrait peut-être être un tarot de début offensive par rapport à notre armée, s'ils restent fidèles à leurs principes de discipline et de combat, et qu'ils puissent quand même commencer par intervenir, au lieu que ce soit forcément des forces étrangères, des forces venues des pays occidentaux. Donc, si déjà les pays africains arrivent à faire des interventions, c'est peut-être s'ils n'arrivent pas qu'ils peuvent aussi demander l'aide à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres, qui va nécessiter beaucoup plus de contraintes et parfois d'une répugnance vis-à-vis de ces populations qui voient à travers ces libérations une forme d'impérialisme ou de néocolonialisme, que ce soit entre griffes les Blancs qui viennent les libérer. Et je pense qu'à mon avis, si on regarde à long terme, il ne faudrait pas que ça se limite seulement au Rwanda. Il faudrait que d'autres pays, avec les risques et les mesures que prennent nos chefs d'État, en particulier ce qu'ils essaient de faire depuis ce temps-là, le président Kagame, comme une forme d'aide au continent. Et le fait qu'il se déplace vers l'Afrique de l'Ouest pour faire ce discours depuis le Bénin témoigne du fait que nous avions une armée, par exemple, ouest-africaine, qui était forte, et un rassemblement des corps des différents pays. Et vous vous rappelez au temps de Yaya Jammeh en Gambie, où ils ont pu franchir à partir du Sénégal. Ils ont pris à bras le corps ce problème, et ça a été résolu. Mais aujourd'hui, quand vous voyez, avec l'intervention de ces grandes puissances qui maintenant prennent en otage cette organisation de communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ça fait que cette efficacité n'existe plus en tant que telle dans le fonctionnement institutionnel de cette organisation que nous voyons déjà comme exemplaire dans le continent, parce qu'ils avaient des actes efficaces, ils arrivaient à faire des interventions efficaces, contrairement à d'autres blocs, et même l'Union africaine parfois qui est critiquée de ne que faire des déclarations. Et donc, sur ce plan, je crois que le pas que prend le Rwanda aujourd'hui, si cela pourrait se pérenniser et que pourrait quand même influencer ces groupes comme ces organisations régionales, il ne faudrait pas que le travail soit laissé à lui seul, il faudrait que ce soit une synergie, que les pays africains prennent leurs propres problèmes, et s'ils échouent, on n'a aucun problème qu'ils demandent l'aide de qui que ce soit, ou que cette personne puisse quand même les soutenir. Mais c'est toujours beaucoup plus intéressant de voir que ces pays peuvent s'entendre sur des bases ou des relations bilatérales, et essayer de régler leurs propres problèmes d'abord, avant d'appeler celui qui est très loin. Voilà. J'aimerais bien qu'on puisse suivre une Rwandaise qui s'exprime par rapport déjà à la visite du chef de l'État, Paul Kagame. C'est une Rwandaise qui essaie de donner son avis, surtout par rapport à cette coopération. J'aimerais bien qu'on puisse rebondir tout à l'heure sur les propos de cette Rwandaise-là, sur cette visite, notamment au Bénin, et surtout l'intérêt que le Bénin porte pour le Rwanda, mais également pour tout autre Africain qui aimerait bien aller chercher sa place sous le soleil, comme on dit. Cette coopération nous apportera beaucoup. Si vous êtes informés, en ce moment, le Bénin est en train vraiment de renforcer certaines
ils sont en train d'introduire des nouvelles opportunités. Je dois admettre qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis par le gouvernement béninois. Nous avons des opportunités dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la mode, il y a des opportunités dans le domaine de l'infrastructure, il y a des opportunités dans le domaine de l'hospitalité. Parce qu'ils se sont aussi positionnés aussi comme un pays touristique, un pays qui offre du tourisme culturel. Si vous le saviez très bien, récemment, il y a eu des objets culturels qui ont été retournés au Bénin et ça a entraîné beaucoup de visites. Et vu que aussi, ça a aussi montré qu'il y avait un besoin d'offrir des services d'hospitalité. Alors, il y a aussi un besoin aussi qui est des immeubles pour abriter soit les événements, soit les visiteurs, ainsi de suite. Et du côté aussi des services, avec tout ce qui va avec les nouvelles technologies, ils s'intéressent à ça. Nous sommes très avancés dans les nouvelles technologies, ils ont aussi ce besoin. Et du fait que c'est un pays qui est tout près de la mer, ils arrivent à recevoir les marchandises si facilement. Alors, c'est très facile aussi de faire les affaires avec le pays qui est frontalier avec d'autres pays, parce qu'ils font tellement d'échanges. Et moi, je trouve que cette coopération va nous ouvrir des portes pour s'étendre, va nous ouvrir des portes d'être aussi présents dans la région de l'Afrique de l'Ouest francophone. Voilà, très bien. Damien, parfois on a tendance de remettre ou de lire le genre de visite des chefs d'État, d'abord avec des lunettes politiques. Parfois on oublie d'autres aspects qui font avancer les peuples ou les populations, qui font développer cette coopération-là Sud-Sud. Parfois on pense que la coopération entre les États se limite au niveau politique ou au niveau du sommet des États, mais les propos de notre sœur reflètent quand même cette volonté où une citoyenne qui n'est pas forcément dans la classe politique, qui voit des opportunités. Oui, même quand on parle de peuple, il faut d'abord voir l'aspect de politique qui parfois doit faire ce qui est nécessaire, préparer le terrain. Et je crois que c'est bien qu'elle ait pu souligner l'effort des deux gouvernements qui ont pu faire en sorte que, malgré la distance du Bénin par rapport au Rwanda, dans le même continent, il y a eu quand même cette option, déjà suivant la visite du président Talon ici en 2016, c'était décidé que la compagnie rwandaise va avoir destination sur Cotonou à travers Libreville au Gabon ou au Cameroun. Alors, Douala. Ceci a été quelque chose qui a été acté et mis en exécution, qui, même si les coûts de voyage continuent de ne pas être aussi moins chers pour tout citoyen, et je crois que c'est un travail en cours. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le risque... Ce qui est du coup, c'est la problématique déjà qu'on a en Afrique de manière globale. Voyager en Afrique, ça revient très cher, même plus que voyager en dehors du continent. Alors, le fait que certains quand même aient pris le risque de se déplacer pour arriver là-bas et que d'autres aussi, vice-versa, essaient de trouver des opportunités ici et là, je crois que cet aspect de la chose, c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on essaie de louer. Et non, signer des protocoles, venir des zones de libre-échange, et puis on signe les papiers, les politiciens viennent ensemble, on dit on veut faire passeport africain, mais les choses, les b.a.-ba ne sont pas prises en considération. C'est-à-dire on va dans la réalité. Buzz politique. On quitte les accords, les papiers, les paperasses, voilà, les accords, les ententes, mais on passe maintenant ce que la population veut ou peut palper du doigt. Nous, nous nous battons depuis longtemps pour que
au moins un Africain qui veut voyager d'un pays africain pour un autre pays africain ne soit plus considéré comme quelqu'un qui est indésiré. Mais malheureusement, la plupart des pays ne sont pas prêts pour cela. Mais quand vous voyez le Bénin, le Rwanda qui essaie de coopérer aujourd'hui, et même au-delà, un pays comme le Ghana aussi qui s'en est ajouté avec d'autres, aujourd'hui, tout Africain qui a un passeport de son pays peut prendre juste l'avion et arriver dans ces pays. On lui tamponne le passeport sans lui faire demander de l'argent. Pour moi, quel qu'en soit ce que ces politiciens font à titre politique, mais si déjà ce que nous on réclame, ils essaient de le faire, on n'aura pas d'autre choix que de les apprécier pour ça, parce qu'on ne réunit les gens qu'autour de leurs intérêts. Le peuple veut quoi? Le peuple veut qu'on fasse tomber les barrières entre les peuples. Entre les États, ces barrières artificielles qui parfois, c'est honteux quand tu te déplaces avec d'autres Blancs qui arrivent à rentrer dans des pays africains où toi, en tant qu'Africain, tu n'es pas autorisé pour rentrer dans ces pays. Et comme les Africains n'ont pas eu la chance de se côtoyer, comme on le dit souvent, nous ne sommes pas aussi divisés que nous sommes déconnectés. Parce que le vrai problème aujourd'hui que les gens ont réussi à mettre sur pied, c'est le fait de faire en sorte que l'Afrique soit difficile d'accès d'un point à un autre. Parce que les politiciens n'auraient pas le choix si les peuples d'abord décident de faire cette intégration régionale. Mais si les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas les moyens de connexion des pays à travers la voie aérienne et ce n'est que des élites ou des gens qui travaillent pour des organisations internationales qui peuvent payer des millions pour voyager, pour aller dans ces pays. Et je crois que déjà le fait que cette ligne a été ouverte vis-à-vis du Bénin et que certains Rwandais essaient de prendre le risque aujourd'hui de se déplacer de leur pays, d'aller là-bas, et que d'autres Béninois aussi arrivent à venir ici, ne serait-ce que pour les vacances, et quel qu'en soit ce que les uns et les autres peuvent faire, plus on se connaîtra, plus les contraintes liées aux querelles vont descendre. Et moi, je crois que c'est quand même louable de voir que ce n'est pas seulement... les politiciens ne prennent leurs décisions pour faciliter les choses. Avant, si vous devez quitter par exemple le Rwanda pour aller au Bénin, on n'a pas de consul, on n'a pas d'ambassade ici. Vous allez prendre le visa où? On a connu des cas où quelqu'un veut aller au Cameroun ou veut aller au Burkina Faso, il faut aller à l'ambassade de la France ici pour prendre le visa. Et parfois, c'est même impossible. Il faut attendre 3 mois pour que une commission du pays vous fasse des papiers, alors que vous avez un voyage que vous devez faire. Donc, s'il y a des choses concrètes que les politiciens n'agissent pas, et si ça s'est fait aujourd'hui, moi, je crois que la balle est dans le camp des peuples qui doivent prendre ça à bras le corps et dire, OK, ces politiciens ont la volonté politique, ils essaient de créer les conditions qui ne nous limitent plus de se connecter, mais au moins, qu'est-ce que nous allons faire en tant que peuple pour que cette liaison soit actée, pour qu'on puisse avoir un fruit de cela, au lieu d'être là seulement à dire que, bon, le continent, il n'y a pas d'opportunité et des gens vont vouloir aller faire encore de l'esclavage dans les pays en dehors du continent. Voilà, très bien. On aura compris vos propos. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un autre son de cloche. Depuis Cotonou, on me signale que nous sommes en liaison avec un confrère journaliste sur place. Il est béninois. Il s'agit de Laurent Winner Tonenikes. C'est ça? Bonsoir, ça va? Laurent, est-ce que tu nous entends? Je crois qu'on a un petit souci, mais toujours en étant au Bénin, j'aimerais bien qu'on nous propose plutôt l'interview du président Patrice Talon, qui aussi aujourd'hui lui a été posé la question de comprendre un peu le fait que le Bénin puisse s'ouvrir au Rwanda, s'ouvrir également à d'autres nationalités, à responsabiliser certains Africains dans des postes, dits des postes clés au niveau du Bénin. Écoutez ce que le président Talon a répondu aux journalistes et surtout on va en discuter, les opportunités et surtout la place qu'on réserve aux Africains dans les autres pays africains, dans le cadre de leur développement. Vous savez qu'à la douane, nous avons des expertises, des compétences sénégalaises. Nous avons des Européens, nous avons des Caribéens, des Antillais. Le Bénin, dans ce domaine, n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent.
C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais oui, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le terrain? Moi, je suis très fier de ce que nous faisons. Et je me réjouis de ce retour parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme experts. Il y a des Béninois au Rwanda, peut-être pas au titre de la coopération, mais des gens qui ont été identifiés sur le marché international du travail et qui ont été déjà bien avant nous au service de tel ou tel pays. Partout où je passe, lors de mes visites d'amitié ou de travail, j'ai toujours quelques Béninois qu'on me présente comme étant des compétences des experts dans ces pays-là. Donc, si la coopération parfois met un accent particulier sur une demande d'un instant, cela ne veut pas dire que les échanges d'expertise n'ont lieu qu'à cet effet, qu'à cet égard, qu'à cette occasion. Les échanges de ressources humaines se passent déjà naturellement. Le président Patrice Talon, Damien, ça c'est une question qui a fait susciter beaucoup de réactions quand même. Déjà, je signale à ceux-là qui ne le savent pas peut-être qu'aujourd'hui on a un Rwandais à la tête de la NIP qui est c'est la structure d'État qui s'occupe de l'identification nationale. Voilà, c'est quand même une entité assez importante pour le Bénin. Il s'agit de Pascal Nyamulinda, qui est l'ancien maire de la ville de Kigali. Déjà, le président Talon, il parlait tout à l'heure aussi d'un autre Sénégalais qui soit à la tête de la douane, des services de douane au Bénin. Déjà, comment comprendre cette philosophie du président Talon de quand même ouvrir la porte à des services clés occupés à la tête par des Africains non béninois? Est-ce qu'il y a-t-il des choses, des inquiétudes à avoir? Non, mais je pense que déjà, quand moi, j'avais peut-être la même façon de percevoir les choses au départ, et je sais bien que le président a poussé un peu le bouchon au-delà de peut-être des attentes de certaines personnes, surtout la classe politique, parfois qui a ses opinions ou qui veut essayer de politiser certaines réalités. Mais ce que je peux dire de mon point de vue, ceci, ce n'est pas seulement typique au Bénin. Et là, il faut partir de la source du problème que lui veut régler parce qu'il a aujourd'hui les clés de la conduite du pays. Il veut régler ça de façon à pousser le bouchon pour que ce problème ne soit plus un débat. Le problème des xénophobies partout dans le continent, vous avez vu même des gens qui sont dans le secteur privé, dans des pays comme l'Afrique du Sud, parce qu'ils sont des Noirs, des Africains, alors que des Blancs, des Juifs, des gens de toute nature, des Arabes font des affaires prospèrent en Afrique du Sud, mais les Noirs sont ciblés alors qu'ils étaient à leur propre compte. Ils ne travaillent même pas pour un gouvernement. C'est des choses que nos dirigeants voient, mais qui ne prennent pas au sérieux. Moi, il n'y a pas longtemps, je faisais des recherches, parce que mon travail exige que je fasse des recherches, et c'est une des librairies ici, Ikirezi, qui m'a aidé à trouver un document, très difficilement, que j'ai pu avoir, je crois, à près de 330 000 francs rwandais. Mais quand j'ai lu ce document jusqu'au bout, ça m'a permis de comprendre que les Africains, parfois, à cause de notre histoire, que certains Africains ont été utilisés pour faire du mal depuis l'ère de l'esclavage, colonisation et tout ce que nous avons subi. Des Africains ont été généralement utilisés, et c'est ce que ce livre a bien démontré, pour nuire à d'autres Africains. Ça fait que ces grandes puissances, depuis toujours, qui ont pu manipuler les Africains entre eux pour se faire mal, ça a créé ces problèmes de confiance, de déficit de confiance entre les peuples africains, qui est un fait. Maintenant, celui-ci essaie d'apporter une certaine résolution du problème, même si parfois on peut trouver qu'il va peut-être de loin. Mais moi, je pense que parfois, il faut être intentionnel par rapport au problème. Je ne suis pas dans les secrets du président pour savoir les vrais motifs, mais d'après mes recherches, je me dis parfois
le fait de responsabiliser des gens qui ne se sentent pas en termes de mérite, parce que parfois les gens prennent les choses pour acquis quand ils se sentent appartenir. Et quand vous voyez bien le Rwanda dont il parle, il y a des Ghanéens ici qui servent, par exemple, le truc du Rwanda Convention Bureau, le directeur du board de ça, le PDG de ça, on peut dire, c'est un Ghanéen. Et quand vous regardez les trucs de finance, c'est un Ivoirien qui est le truc de finance aujourd'hui, coopération pour les finances aujourd'hui au Rwanda, c'est un Ivoirien qui est à la tête. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, ces deux chefs d'État essaient de voir ce qu'ils peuvent faire de leur manière pour promouvoir des Africains à l'intérieur de l'Afrique, autant qu'ils prennent aussi des gens de partout. Donc, je pense que ça, c'est une réalité qui va susciter des débats, mais s'il arrive à tenir le coup et que, de part et d'autre, chacun joue sa part pour que l'Africain ne soit plus perçu chez lui à cause des divisions qui ont été créées par d'autres personnes comme un intrus, un étranger ou l'âme à abattre, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même impressionnant de voir que jusqu'à la tête, au sommet de l'État, on peut nommer des personnes qui ne sont pas citoyens de ces pays. Et donc, si le président a sa stratégie par rapport à ça, nous ne pouvons que être patients et voir les résultats pour voir où est-ce que ces dirigeants nous conduisent. Laissons un peu de tenter le coup avec le Bénin, où nous entend Winner, Laurent. Laurent, est-ce que tu nous entends? Je vous entends 5 sur 5. Voilà, merci bien de vous joindre à nous. On a eu des petits soucis. Mais Laurent, déjà, toi, tu es sur place. Je rappelle que vous êtes notre confrère journaliste. Vous avez suivi forcément la conférence de presse du président Talon conjointement avec le président Kagame. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu en tant qu'homme de médias, vous? Alors, je précise que je suis Laurent Tony. Winner, c'est un sobriquet que je me suis donné. Voilà. Mon nom, c'est Laurent Tony, journaliste à Eden TV, analyste politique. Je crois que cette visite de Paul Kagame au Bénin, que d'aucuns appelleraient de l'impérialisme de Kagame, était pour moi une offensive diplomatique de la part du président rwandais pour essayer d'élargir son pouvoir de compétence en Afrique de l'Ouest. Vous savez que Kagame, c'est un leadership qu'on connaît, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a permis à son pays de se développer sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Le Rwanda, pardon, lui, est un modèle de développement en Afrique. Et donc, beaucoup de pays arrivent à s'inspirer de ce modèle de Kagame pour travailler à développer leur pays. Et vous savez, depuis 2016, on constate que le président béninois, Patrice Talon, travaille à ressembler à ce président Paul Kagame. Quoi qu'on dise, quel qu'en soit ce qu'on reproche à Kagame sur un certain nombre de faits, c'est que Kagame reste un modèle de développement qui inspire. Et donc, cette visite au Bénin, et pour moi, je pense sincèrement que le chef de l'État vient concrétiser, en tout cas une volonté longtemps affichée depuis 2016. On a entendu dire dans les rumeurs ou bien des informations que Kagame serait un modèle pour Patrice Talon, mais quand on suit les deux personnalités au cours de la conférence de presse, on comprend que c'est au-delà des liens de chef d'État, c'est des liens de fraternité. Des liens de fraternité où l'autre s'inspire du modèle de l'autre. Et d'ailleurs, vous faites bien de l'évoquer à l'instant avec Daniel, qui est en studio avec vous. Et quand on a nommé Pascal Yamouida à la tête de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, les Béninois n'étaient pas d'accord. Moi-même, personnellement, journaliste et analyste politique, je n'étais pas d'accord parce que j'estimais que c'est une question assez sensible d'état civil qu'on ne devait pas confier à quelqu'un qui n'est pas national. Mais quand on prend du recul à un moment donné, on constate que dans bien des domaines, nous avons des besoins. Et ces besoins, il faut peut-être trouver des compétences ailleurs pour combler ces vides. Oui, on ne serait pas d'accord qu'on exporte chaque fois de la compétence. Oui, au début de ce mandat, le chef de l'État béninois a dit que le Bénin serait un désert de compétences. On a tous été scandalisés, choqués de l'entendre dire ça. Mais au-delà de tout, quand on regarde, on fait un diagnostic sincère et véritable du Bénin, on constate que dans bien des domaines, on a bien des choses à reprocher à notre système qui était en place. Il faut travailler à avoir des compétences pour le faire. Il a cité à la douane un Sénégalais, mais n'oubliez pas qu'à la
l'Agence nationale des transports terrestres, c'est un Rwandais qui est là aussi en tant que directeur général. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, Kagame au Bénin a montré que oui, au-delà de tout, après au Bénin, entre le Bénin et le Rwanda, il y aura une compagnie aérienne. Et je crois que Daniel a soulevé la question. Je ne comprends pas que parfois prendre le billet d'avion pour quitter le Bénin pour aller au Rwanda coûte plus cher que quitter le Bénin pour aller à Paris, par exemple. C'est une aberration. Et aujourd'hui, il faut travailler à ce que les pays, on a vu Air Afrique ici, c'est même les chefs d'État d'Afrique qui ont contribué à la mort de Air Afrique. Mais aujourd'hui, il faut que des pays développent des partenariats. Il faut des coopérations bilatérales pour travailler à développer ce secteur qui fait que les Africains s'aident énormément. Oui, la question de la coopération militaire, Kagame, en fait, Patrice Talon a dit qu'il n'y aura pas d'interdiction, qu'ils iront plus loin, bien évidemment. Mais ma crainte peut-être à ce niveau, c'est que est-ce que les Rwandais au Bénin s'occuperont uniquement des djihadistes ou bien est-ce qu'on ne fera pas appel aux militaires rwandais quand il y aura des mouvements à réprimer au plan national? C'est juste ma crainte. Sinon, au-delà de tout, le problème du terrorisme au nord du Bénin, c'est un problème essentiel qui existe et il faut régler cela. Mais Laurent, comprenons un peu. Je pense que la question du djihadisme, c'est une question régionale, ce n'est pas qu'une question béninoise. Moi, je pense que le fait que le Rwanda, ou partout le Rwanda a été, au Mozambique, en Afrique centrale, le Rwanda de la politique intérieure, il ne s'en mêle pas. Ça, c'est une question des nationaux, ce n'est pas une question du Rwanda. Non, ce n'est pas une question du Rwanda, je suis d'accord, mais je suis analyste politique, je suis observateur et j'ai même mes réserves parce qu'en réalité, quand on fait appel à des forces étrangères sur un territoire national, quelle est la preuve? Comment est-ce que nous pouvons savoir que demain, ces forces ne seront pas utilisées comme les fils du terrain contre les citoyens du pays? C'est toute mon inquiétude. Je ne dis pas que les Rwandais viendront réprimer les Béninois, non. L'essentiel, c'est que dans le cadre dans lequel ils seront mis, qu'on respecte ce cadre formel qu'on nous a dit officiellement. C'est tout mon problème. Je ne suis pas contre parce que le problème des djihadistes est un problème essentiel qu'il faut régler. Et donc, sur la question, non, je ne suis pas contre. Mais je dis, essayons de mettre en place un cadre formel et que les militaires rwandais ne sortent pas de ce cadre qui peut constituer des problèmes pour les citoyens béninois. Mais au-delà de tout, je pense que la question d'éthique, la question de quand vous voyez de l'agriculture, le Rwanda a montré l'exemple aujourd'hui. Le chef d'État béninois aujourd'hui a une vision assez grande, une ambition assez grande pour son pays. Il veut que son pays soit développé, que son pays soit respecté. Vous allez voir que depuis 2016, ce n'est pas ce chef d'État qui veut tout le temps être reçu par les chefs d'État européens ou américains. Ce n'est pas ce chef d'État qui veut tout le temps recevoir les gens dans son pays. Il a voulu faire un travail d'abord, changer l'image de son pays, notamment, ne serait-ce que l'image de la capitale économique du Bénin, avant de commencer à recevoir. Ça, c'est un pas. Et pour ça, il faut féliciter Patrice Talon. On ne peut pas être d'accord avec lui. Mais Patrice Talon a imprimé une marque qu'il faut respecter aujourd'hui. Le Bénin d'hier n'est pas le Bénin d'aujourd'hui. En termes de développement, nous faisons un pas. C'est vrai que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Mais est-ce que tu comprends, tu comprends qu'aujourd'hui, par exemple, Talon puisse se retourner, parce que vous dites quelque chose de très important, se retourner vers l'Afrique afin de travailler avec tout le monde. Je ne parle pas que du Rwanda. Il y a d'autres pays qu'il a cités lui personnellement. Il a parlé du Sénégal. Qu'on puisse se retourner pour chercher des frères africains ou des expertises africaines afin de trouver certaines solutions qui ressemblent d'une manière ou d'une autre aux difficultés, aux challenges, aux défis auxquels font face d'autres pays africains. Est-ce que c'est pas un défi aujourd'hui mal compris ou en tout cas dont tout le monde n'est pas d'accord forcément? Vous comment vous analysez la situation, le fait qu'on puisse se retourner vers l'Afrique afin de trouver des solutions africaines? Oui, c'est un défi mal compris par les populations parce que les Européens et les Américains nous ont habitués à des dons le plus longtemps possible. C'est-à-dire que chaque année, on voit des dons, on entend dons du pays, de tel pays ou tel pays d'Europe ou de tel pays américain. Et les populations voyaient peut-être de l'argent circuler, on leur faisait des dons, et donc sans difficulté. Mais vous voyez aujourd'hui,
certains chefs d'État, Kagame l'a fait au Rwanda, Patrice Talon est en train de le faire au Bénin, c'est-à-dire que nous ne voulons plus des dons, nous voulons que nous travaillions de respect, en tout cas de chef à chef, qu'on se respecte dans une certaine mesure. Et ça demande des sacrifices au plan interne. C'est ce qui peut-être est mal vu par les populations parce que actuellement, Patrice Talon demande plus d'efforts aux Béninois. C'est mal compris. Et ça va être mal compris dans tous les pays d'Afrique parce qu'à un moment donné, ces Américains ou ces Européens qui viennent, ou ces Asiatiques qui viennent parfois se montrer comme des donateurs, qui viennent comme s'ils viennent gratuitement. Mais au fond, il y a une contrepartie qu'on ne dit pas à la population. Donc aujourd'hui, quand on voit des chefs d'État d'Afrique ensemble, ces chefs d'État se mettre ensemble pour penser au développement du Bénin, de l'Afrique, c'est une bonne chose. Je crois que cette dynamique qui a commencé au Bénin avec Kagame, d'ailleurs Kagame qui était allé en Guinée-Conakry et en Guinée-Bissau, quand on voit cette dynamique, même si la Guinée-Conakry a été sanctionnée et que Kagame est allé là-bas pour être reçu par Mamadou Doumbouya, j'estime que c'est comme une caution pour Mamadou Doumbouya en Guinée-Conakry, lui qui est abandonné par certains de chefs d'État dans le monde entier, et même en Afrique de l'Ouest par la CEDEAO. Donc aujourd'hui, il faut travailler à ressouder les liens, travailler à ce que les Africains développent leur pays à travers des coopérations bilatérales en interne, plutôt que de continuer. Parce que si nous voulons nous affranchir de l'impérialisme européen ou américain, nous devons parler africain, entre Africains, pour penser au développement de l'Afrique. Laurent, restez avec nous. Pour justement parler de la suite de la visite du président Kagame. C'était en Guinée, vous avez évoqué la Guinée. Avec nous, je ne sais pas si la technique peut nous permettre d'avoir Camara, qui est un Guinéen. Il est donc de l'African Leadership University, mais il intervient depuis Bamako, au Mali. Camara, tu es avec nous, tu nous entends ? Bonjour. Allô? Voilà, bonsoir. On te voit tout en blanc, tel un ange. Alors, Camara, quelle est la lecture, toi, personnellement, que tu as faite de la visite du président Kagame en Guinée? Déjà, on doit placer les choses dans leur contexte. Après le coup d'État qui a eu en Guinée, on a vu les autorités guinéennes être isolées par déjà les États de l'Afrique de l'Ouest, mais également par d'autres partenaires traditionnels, comme on dit, entre guillemets, de la Guinée et même du continent africain. Il y a eu presque un mot d'ordre que la Guinée était un pays peu fréquentable ou moins recommandé, en tout cas, ou peu recommandable avec les autorités en place aujourd'hui. Est-ce que, en tant que Guinéen, tu t'es senti lésé le fait que la communauté internationale, que le monde puisse isoler le pays, et surtout, que signifie la visite du président Kagame en Guinée dans cette période précise? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'entendre là? Super bien. Et bien évidemment, votre question, je pense qu'elle est bien contextualisée, dans la mesure où je vous affirme davantage que la Guinée n'a jamais été isolée depuis les années 1958 jusqu'à nos jours, puisque la Guinée fut le premier pays d'Afrique francophone à prendre son indépendance avec beaucoup plus de calvaire et de ténacité derrière. Mais la Guinée s'est fait ouvrir au monde d'après son indépendance jusqu'à nos jours. Moi, je pense que ce dynamisme politique qui règne aujourd'hui entre la Guinée et d'autres pays, et qu'aujourd'hui, à travers une scie politique qui se passe aujourd'hui en Guinée avec la communauté internationale, ça ne touche pas la Guinée, parce que la Guinée, les Guinéens savent ce qu'ils font et connaissent la politique, et nous savons vraiment, nous sommes figés dans une dynamique qui est bien déterminée, dans un combat qui est bien déterminé. Et pour pouvoir contextualiser votre question à la base, la visite de Paul Kagame, moi je vous dis franchement, c'est une visite qui est en train de promettre ce panafricanisme, tout simplement, qui peut vraiment dire que nous, étant africains,
Nous devons vraiment lutter aux 4 veines et non pas à s'échiner pour nous détruire, parce que c'est ce dynamisme-là, c'est cet écosystème d'harmonie, de solidarité qui peut vraiment construire quelque chose de solide, quelque chose de critique et quelque chose de favorable pour vraiment l'épanouissement et l'émancipation de l'Afrique. Dans la mesure où on n'essaie pas de vraiment être ensemble, de pouvoir conjuguer un même verbe, on ne pourra jamais aller de l'avant, quelle qu'en soit notre coopération internationale. Il faut d'abord à la base que cette coopération panafricaine puisse être vraiment dynamisée, soudée et racinée à la base afin que l'on puisse aller ensemble. Comment est-ce que vous pouvez aller vous ouvrir au monde sans que votre voisinage n'est pas vraiment en solidarité avec vous? Bien que votre générosité soit à la merveille, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous aurez toujours des critiques vraiment qui ne sont pas dans un sens bien déterminé afin que vous puissiez aller de l'avant. Moi, je pense dans ce cadre de la visite de son Excellence Paul Kagame, c'est quelque chose qui me va droit au cœur et je sens bien évidemment que Paul Kagame a quelque chose à offrir à la Guinée, bien que la Guinée aussi a quelque chose de merveilleux à offrir au Rwanda afin que l'on puisse aller ensemble de façon mutuelle et de façon harmonieuse pour deux pays qui vivent sur la terre africaine. Oui, aujourd'hui, est-ce que, j'aimerais bien, Damien, que tu puisses intervenir là-dessus, est-ce que l'isolation dont je parlais, dont la Guinée a vécu et continue de vivre, est-ce qu'avec la visite du président Kagame, on peut dire qu'on peut espérer que la Guinée, les autorités guinéennes aujourd'hui soient fréquentables ou soient vues de notre œil? Est-ce qu'il y a la volonté dont on veut que ces autorités puissent afficher de pouvoir, par exemple, rendre le pouvoir, faire des choses, par exemple, il y a des formules quand même venues d'ailleurs qu'on veut proposer à la Guinée. Est-ce qu'on peut dire que la Guinée aura compris ou il y a quelque chose qui va changer, il y a une dynamique qui va changer? Déjà, si vous suivez l'intervention ce matin une émission sur, je crois, France 24, où ils devaient débattre de ce même sujet. Et si vous voyez la ligne éditoriale, ça voulait déjà tout dire parce qu'ils ont invité des gens qui se réclamaient de l'opposition et qui disaient justement que cette visite du président, c'était pour confirmer ou une façon de donner du poids à la consolidation de cette pouvoir du colonel Doumbouya, qui n'est pas un pouvoir légitime selon eux, parce que c'est un coup de force, c'est un coup d'État. Et moi, je crois que les Africains, parfois, nous oublions très vite. Je cite souvent la situation du Ghana, aujourd'hui, que même ces pays occidentaux, les États-Unis et autres, la première visite du président Obama en Afrique en général a été au Ghana, simplement parce qu'il y avait eu un travail qui a été fait à la base avec le président Jerry John Rawlings qui attendait une exécution. Et finalement, des jeunes militaires, comme ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays-là, ont pris les armes et ils ont réussi à prendre le pouvoir. Et ça a duré 19 ans au pouvoir. Et donc, pour moi, je pense qu'il faudrait aussi que, avec le contexte idéaliste des choses, normalement, si on devait suivre la diplomatie à la lettre, ce n'était pas évident qu'un président se déplace vers ce pays-là, parce que déjà les pays ouest-africains n'osent pas prendre ce risque, parce qu'il faut se mettre dans le sens formel des choses. Et moi, je crois que, comme je l'ai annoncé au départ, cette visite, c'est comme pour dire, si quelqu'un a des problèmes, c'est là qu'il a besoin du soutien des uns et des autres. Mais ce n'est pas quand vous avez des problèmes que tout le monde se dit vous êtes sanctionné, on vous isole et puis ça passe. Donc, je pense qu'il faut voir au-delà en regardant de près aujourd'hui cette relation bilatérale qu'essaie de se créer la Guinée et le Rwanda à travers cette visite officielle du président. Maintenant, chaque politicien a toujours ses calculs en dessous de tout ce qu'il fait, ce qui est normal, parce que c'est leur rôle, ils sont dans la politique, mais au même moment, aujourd'hui, le genre de politique que nous voulons en Afrique, c'est le politique qui apporte des solutions et qui règle des problèmes. Moi, depuis, j'ai été très fréquent en Guinée par le passé, mais depuis que ce nouveau
coup de force a été instauré dans le pays. Je n'ai pas été visiter le pays, mais quand j'écoute à travers les contacts que j'ai un peu partout dans le pays, c'est comme si quelque chose prend le poids. Donc il suffit qu'ils savent jouer le jeu pour l'intérêt supérieur du pays et aussi pour ne pas pouvoir se laisser entraîner par le bruit du dehors. Oui. Camara, est-ce que tu es avec nous? Camara, alors je vous suis bien évidemment. Oui, on va terminer. Est-ce que aujourd'hui, ça va faire presque 2 ans que le coup de force a eu lieu. Est-ce qu'on peut dire, on peut donner un certain crédit au président Mamadou Doumbia, dire il a pris les responsabilités? Est-ce que y a-t-il un espoir? Y a-t-il une lueur d'espoir? Il y a une vision que vous voyez en lui ou dire, écoutez, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de naître avec, peu importe la manière qu'il est arrivé au pouvoir, peu importe. Aujourd'hui, est-ce que le peuple guinéen auquel vous faites partie, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui en quelques secondes? Franchement, votre question est la bienvenue. Je pense que c'est posé de façon aussi perspicace. Je vais vous dire quelque chose, bien évidemment, et que vous allez comprendre ce soir. C'est que après mûre réflexion, j'ai réalisé que les Guinéens et les Guinéennes s'épanouissent à l'ombre des étoiles. Parce que tout simplement, ce que le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire avec sa politique participative, ils sont en train de le faire pendant certains moments que d'autres n'en ont pas fait pendant des années. Et donc, c'est quelque chose de crédible parce que moi, à la base, l'année dernière, moi, j'étais au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour vraiment comprendre les réalités gouvernementales en Guinée. Et ce qui était à la base n'était pas ce que j'avais vu et ce que j'ai remarqué. Je pense qu'il y a beaucoup plus de changements, il y a beaucoup plus de rénovation politique qui est en train d'être menée. Je pense dans les années à venir, avec cette vision qui est en train de mener, que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire, vous allez comprendre, bien évidemment, il a soulevé beaucoup plus de problèmes que les Guinéens faisaient face, comme par exemple le procès du 28 septembre, que l'ancien président n'avait pas vraiment orienté sa politique sur cette base, qui était vraiment un problème si critique pour tous les Guinéens, parce que ça a coûté la vie des centaines et des centaines de populations guinéennes. Et donc, il a soulevé ce procès qui est en train de prendre vraiment une lanterne si bienveillante. Moi, je pense que sa politique est visionnaire, sa politique est vraiment visée à ce que les Guinéens puissent vraiment participer au développement socio-économique de la République de Guinée, puisque enfin, les Guinéens doivent sortir de l'ornière, puisque la Guinée est vraiment riche en ressources naturelles, est vraiment riche en ressources des écosystèmes, mais cette richesse n'est pas en train de bénéficier aux Guinéens. Donc, je pense bien évidemment sa politique aujourd'hui a de l'espoir et tous les Guinéens aujourd'hui, je vous assure, qu'ils aimeraient vraiment que la Guinée puisse être de l'avant, ont confiance à cette politique, ils ont la foi, ils ont l'espoir sur cette politique. Voilà, heureusement aussi qu'il est accompagné par des leaders qui veulent aussi le développement du continent africain à travers le partenariat et surtout la coopération sud-sud, ce qui a été donc, qui résume même cette tournée du président Paul Kagame en Afrique de l'Ouest. On espère et on veut vraiment voir cette Afrique qui se serre les coudes afin de développer ces peuples. Merci à tous les trois, à vous Damien, ainsi qu'à Camara qui intervenait depuis le Mali, mais il est guinéen. Merci également à Laurent qui intervenait depuis Cotonou et on salue toutes les personnes qui nous suivent depuis Conakry ou à Kadjeoun au Bénin. Merci à vous tous, merci à toutes les équipes au niveau de la régie, Chema Blaise et tout le monde derrière la caméra. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.